Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans-Voix vous invite à écouter l'émission de Citoyens de demain consacrée à la journée de la lutte féministe ou la journée internationale des droits des femmes. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Que représente pour vous la journée de la lutte ? Clara Zetkin, le 8 mars 1910, a fait appel au congrès congrès de l'international, d'une internationale où il y avait beaucoup de femmes en plus. Les travailleuses, je crois, de la métallurgie. Elle a appelé à capitaliser les acquis des femmes. Année par année, elles devaient se rencontrer chaque 8 mars. Voilà, c'était là. Et la journée internationale de la femme a été forcément prise par tous les pays du monde en plus au départ. D'abord, c'est les pays, le premier à l'avoir pris, c'était bien sûr, en 1917, c'était l'Union soviétique. Et puis après, beaucoup d'autres ont suivi, voilà, par rapport au mouvement des femmes. Et c'était une journée nationale, la commémoration de la lutte des femmes. En fait, elle représente la lutte des hommes avec un grand H, parce qu'en fait, la femme est indissociable des droits universels des hommes. Donc, c'est une façon de rappeler que c'est une journée où les devoirs et les droits de la femme doivent être mis en exergue, qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser, parce que le code de la famille de 1984 reste quand même un code de la famille où la femme est une éternelle mineure. Et il dit aussi que même si on voit la femme évoluer sur le plan social, sur le plan professionnel, on voit la femme dans plusieurs في فضاءات متنوعة يعني في الفضاء السياسي في الفضاء الاجتماعي في المهنات, on voit des femmes conduire, mais sur ses droits, elle reste une mineure et on reste encore en retard. Voilà. Donc c'est une façon de réhabiliter, non pas que c'est une journée de fête, bien au contraire. Jusqu'à présent, le peu d'acquis qu'on a pu avoir, ça s'est fait par des luttes et un combat de longue haleine. Et il ne faut pas oublier que la femme est indispensable et indissociable de cette société. Donc, dire, voilà, et rappeler que la lutte continue, que le combat continue, et qu'on en est encore, on a encore beaucoup de choses à réaliser et de droits à acquérir. La journée du 8 mars, en principe, c'est par rapport aux droits de la femme, qu'elle soit algérienne ou autre. En principe, le 8 mars, c'est toute l'année. Parce que par rapport aux droits que les femmes revendiquent, en principe, une journée, ça ne suffit pas. Bien sûr que c'est une journée symbolique, mais les années se ressemblent à chaque fois. Je parle de la journée de la femme, du 8 mars. C'est toujours des festivités, c'est toujours des cadeaux, c'est toujours un rappel que les droits des femmes sont encore spoliés. Et je pense que le jour où le citoyen lui-même aura tous les droits, la femme aura ses droits. Parce que le droit, il est inaliénable, le droit, il est intangible, le droit, il est inchangeable. On ne peut pas donner le droit à une frange de la société et l'enlever à une autre. Donc pour moi, le droit de la femme ne va s'acquérir que sous un gouvernement, que sous une république où le mot liberté aura tout son sens. Est-ce que l'homme soutient la femme dans la revendication de ses droits? Moi, je considère que les revendications féministes sont des revendications de la société algérienne. Ça dépend comment on présente la chose. C'est-à-dire, mais écoutez, vous leur parlez tu leur parles peut-être de sa femme, il n'est peut-être pas d'accord pour une raison ou pour une autre. Mais je vous assure que se battrait corps et âme pour que ses filles aient ses droits, que sa mère ait ses droits. Bon, donc je suppose que c'est largement suffisant. C'est-à-dire, excusez-moi, je parle uniquement du code de la famille. Et ça,
On l'a vu. Parce en 2004, oui, il y avait un mouvement, un Hamdi Saïd, qui est de la mouvance islamiste, hein, qui se présente à la candidature suprême. Il était candidat à la candidature, c'est-à-dire opposant, c'est-à-dire se présenter à la présidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 2 filles. Puis il avait des biens. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une donation à ses filles. Au lieu de dire « je suis pour l'abrogation du code de la famille », donc essayer de faire... Non, il contourne. Mais ça, c'est un islamiste. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord lui-même avec le code de la famille. Mais pas pour essayer de se montrer devant la société. Mais au fond de lui, on sait très bien qu'il n'était pas d'accord. Et beaucoup sont dans ce sens-là. Qui c'est qui accepterait que, écoutez, en parlant pour sa fille, hein, que son mari passe dans le lit d'une femme et revienne dans son lit, c'est impossible, elle dit. Un père ne l'accepterait pas pour sa fille. Peut-être pour lui, je ne sais pas, mais pour sa fille, il ne l'accepterait pas. Ni pour sa mère, d'ailleurs. Donc, revenons, regardons. C'est-à-dire, ne posons pas les questions comme ça d'emblée. Regardons au cas par cas. Ça, c'est la société algérienne. Parce que, oui, on te dit le bel ensemble, c'est la charia. Personne n'a compris. Personne n'a rien compris parce que de la charia, selon le madhab maliki et selon le madhab hanbali, c'est totalement différent. Vous avez un bon un ballon de sonde, c'est leur démarche. Vous voyez bien que les femmes ont été acceptées dès le départ. Donc, quelque part, oui, il l'a acceptée, elle est à côté de lui. Durant la révolution algérienne, les femmes se sont battues à côté des hommes. Comme des hommes, elles ont pris des armes, elles se sont battues, elles ont donné de leur vie, de leur temps. À la fin, lors de l'indépendance, on a dit à ces femmes, retournez dans vos cuisines. Et ça commence de là. La grande tromperie, elle commence de là. Comment on peut excuser des femmes qui ont été l'égale de l'homme au maquis et ensuite, aucune femme n'a été représentée dans le gouvernement en 62. Il n'y a eu aucune femme. On leur a dit, retournez, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui, nos mères, nos grands-mères, nos tantes, nos aînés ont donné. Mais je pense que cette nouvelle génération a compris une chose, c'est qu'il est impensable de laisser encore une erreur pareille se reproduire. Donc, ce qu'on voit avec le harak aujourd'hui, avec cette belle révolution, c'est que la femme, elle a été acceptée dès le départ, elle est à côté de l'homme. Moi, sincèrement, je suis depuis le début, à aucun moment, j'ai entendu un homme me dire « Rohil kozina » ou « la dokhli dar » ou la. Bien au contraire, ils sont contents. Et ça permet aussi de garder c'est un garant du pacifisme des marches du vendredi et du mardi. Il faut pas oublier. Donc, qu'on le veuille ou non, même si on veut effacer cette femme, il est clair que c'est à nous et à nous tous de l'imposer parce que c'est une réalité. C'est une réalité et elle ne peut plus être indissociable de la vie d'aujourd'hui, du combat que nous menons. C'est un élément mais irréprochable. Bon, il faut se rendre à l'évidence. La société algérienne, c'est une société plus ou moins conservatrice. Il ne faut pas se voiler la face. Par rapport à l'histoire, c'est par rapport, bien sûr, au passé de notre société. Les avis divergent. Des fois, il y a une frange de la société qui soutient le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais en général, il y a toujours cette réticence, il y a toujours ce recul, il y a toujours cette peur inexpliquée de donner ses droits à la femme dans notre société. Et je pense que c'est dû au passé et à la mentalité assez rétrograde. Il ne faut pas se voiler la face et le dire de la pensée de l'Algérie en général. Qui sont ces femmes qui ont payé cher cette étiquette et ces revendications des droits des femmes? On nous a supprimé la rue depuis longtemps parce qu'on a essayé de reprendre la rue.
Je me rappelle, la rue a été abandonnée depuis 93, enfin 94, parce que le grand mouvement des femmes en 93 et 94, quand les GIA ou je ne sais quoi, on a décidé de prendre la rue. Il faut nous l'appeler. Voilà. Mais après, bon, il est tombé sur la répression la plus féroce d'Nabila. Nabila Djahni, Allah yarhama. Après, il y a eu Yasmine Adrissi, il y a eu Habi Kizho. Enfin, je parle des féministes qui ont été assassinées. Voilà, et puis, c'est les féministes qui ont été assassinées durant la décennie noire, mais on a continué, on a pris la rue. La femme va toujours être la victime de l'intégrisme, de l'obscurantisme, de jahl, de la violence. La femme, c'est pour ça, de son corps, de son être, de sa dignité, elle va toujours être persécutée. Et c'est ça ce qu'il faut reprendre. C'est que c'est pas le souffre-douleur de toutes les névroses de la société ou il faut comprendre que c'est un être à part entière. À part entière. Et on ne peut pas la dissocier parce que c'est une mère, c'est une femme, c'est une sœur, c'est une citoyenne. Il faut impérativement, et ça, moi, c'est un message que je lance, que les femmes retrouvent leur citoyenneté, qu'elles se battent pour leur citoyenneté. Elles sont avant tout un être à part entière et une citoyenne, et ensuite elles peuvent, voilà. Ça, c'est le message que je voudrais transmettre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme algérienne à l'occasion du 8 mars? Ce que je peux leur dire, c'est de prendre ce devoir et cette lutte à bras le corps, de se l'approprier parce que c'est notre combat à toutes, et je pense pas que c'est un combat qui est loyal parce qu'il est égalitaire. On cherche pas à devenir des hommes. Je tiens surtout à préciser l'égalité homme-femme c'est pas le fait de devenir un homme, pas du tout, mais c'est être égaux et égal en termes de devoirs et de droits. Et c'est ça le plus important. Voilà. Si la femme aurait acquis ses droits, alors que dirais-je moi un homme? C'est sûr et certain que moi j'aurais toute la plénitude de mes droits, bien sûr. Et